Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence sans tarder puisqu'il est déjà 18h01. Donc je voudrais donc introduire rapidement la conférence de François qui vient donc pour ce rendez-vous pour la 3e fois. Après avoir fait une première conférence sur Jean Dupuy, puis ensuite une autre sur Roman Ziegner, il va nous présenter ce soir l'œuvre de Marcel Brotars, donc une figure extrêmement importante pour l'art de la fin du XXe siècle. Je ne vais pas dire davantage de choses, mais enfin c'est vraiment quelqu'un qui a eu une place très très importante pour l'art à partir des années 70 et qui a vraiment marqué et qui marque encore de ses fulgurances un petit peu l'art d'aujourd'hui. On se redira des choses bien sûr à la fin de la conférence si on a des questions, etc. Je voudrais juste quand même noter, enfin vous proposer 2 prochains rendez-vous. Le mercredi 13 avril à 17h30 à l'ENSA, il y aura une soirée vidéo, parce qu'on a fait des formules comme celle-ci le soir entre 18h et 19h30. On a aussi testé des formules midi 2 à l'heure du déjeuner avec Pierre-Alain Renier qui est venu 2 fois. Mais on a aussi donc, déjà fait une première soirée vidéo il y a quelques semaines à l'ENSA. Donc il y en aura une seconde le 13 avril à partir de 17h30. Et là, on invite donc Julie Chaffort, donc une vidéaste basée à Bordeaux, que certaines ou certains parmi vous connaissent peut-être, ou connaissent en tout cas quelques œuvres. On avait eu l'occasion notamment de voir des choses d'elle à Vassivière. Et puis également, la prochaine et 4e et dernière conférence de ce cycle de François aura lieu le mercredi 11 mai à 18h, ici même. Et ce sera donc une conférence sur Anita Molinero, dont la rétrospective vient d'ouvrir à Paris, au Musée d'Art de Paris. J'ai sûrement d'autres choses à vous dire, mais pour l'instant, je m'arrête là et je laisse la parole à François et je le remercie d'avance. Merci Yannick. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour cette 3e conférence. Ça va, vous m'entendez bien, on va régler le micro, qui est consacrée donc, à Marcel Brotars. Marcel Brotars, pour vous donner tout de suite quelques points de repère chronologiques, c'est quelqu'un qui est né le 28 janvier 1924 et qui est mort le 28 janvier 1976. Il est né à Bruxelles et il est mort à Cologne. Donc né en 1924, et c'est par ça que je voudrais commencer, c'est quelqu'un qui appartient à la même génération qu'un certain nombre d'autres artistes dont vous connaissez peut-être le nom, que je vais énumérer rapidement. Même génération que Marcel Marienne. Alors ceux qui assistent à ces conférences depuis longtemps, j'avais consacré une conférence à Marienne il y a de ça peut-être 4 ans, ou quelque chose comme ça, et un livre vient de sortir, publicité, mais on en reparlera à la fin, sur Marcel Marienne. Donc même génération que Marcel Marienne, que Christian d'Autremont. Marcel Marienne est né en 1920, Christian d'Autremont en 1922, que Paul Bury aussi, qui est né en 1922. Tous ces gens-là étant des artistes belges, donc qui sont à peu près dans cette même génération-là, qui apparaît, né dans les années 20, qui apparaît après le surréalisme historique, surréalisme dont on sait qu'il a eu une importance en Belgique. Quand on parle du surréalisme en Belgique, on pense évidemment à René Magritte. René Magritte, je rappelle, pour avoir un point de repère chronologique, lui, il était né en 1898, il est mort en 1967. Quand on parle de surréalisme en Belgique, on pense aussi peut-être, même s'il est moins connu que René Magritte, on pense à Paul Nouget, qui était donc aussi né en 1895, donc qui était de la même génération que Magritte, vous voyez, qui est mort la même année que Magritte en 1967. Donc, je voudrais commencer là-dessus. Il y a une histoire, vous voyez, de génération.
Ce sont des gens, Marienne, d'Autremont, Bury et Brotars, qui apparaissent après la génération du surréalisme historique, mais qui, en même temps, font leur début dans ce cadre-là. Ce sont des gens qui proviennent du surréalisme, qui proviennent en tout cas de ce surréalisme très particulier qu'est le surréalisme, je ne vais pas dire belge, mais le surréalisme de Bruxelles, pour être vraiment très précis, qui est un surréalisme, pour répéter ça ou pour résumer ça très rapidement, un surréalisme sans référence à la psychanalyse, sans référence aux théories de Freud, donc sans référence à l'inconscient, et du coup sans référence non plus à l'idée d'automatisme, que ce soit l'écriture automatique ou la peinture automatique ou des choses de ce genre-là. L'œuvre de Marcel Brotars, donc, Yannick vous en a déjà dit un mot, c'est vrai que c'est une œuvre qui est riche, qui est dense, qui est complexe, qu'il a produite en fait en assez peu de temps, on va le voir, à la charnière des années 60 et des années 70. Pour tout de suite commencer à vous montrer quelques images, et je vais passer en plein écran. Hop, voici Marcel Brotars dans les années 60. C'est un portrait qui est pris par sa compagne Maria Gillissen, et le titre de ce portrait, c'est Marcel Brotars en action. L'œuvre de Marcel Brotars, c'est une œuvre qui est connue, qui est très reconnue, mais qui cependant reste d'un accès relativement difficile. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé les artistes des générations suivantes, et les thèmes que cette œuvre aborde, les questions qu'elle aborde, continuent à faire sens et à se poser aujourd'hui. En résumé, ces thèmes, quels seraient-ils? C'est la question du statut de l'œuvre d'art en tant qu'objet, du rapport de l'art à l'économie à proprement parler, si vous voulez, l'économie financière, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler une économie symbolique, du rapport aussi aux institutions culturelles, et enfin la question de la figure de l'artiste en tant qu'image ou même en tant qu'œuvre. Donc, en résumé, quelques grandes questions qu'aborde Marcel Brotars. Mais on va reprendre ensemble les choses dans l'ordre. Marcel Brotars, pour revenir sur quelques éléments biographiques, c'est quelqu'un qui a des origines plutôt modestes, qui commence des études de chimie en 1942, pendant l'occupation donc, et qui les abandonne très vite pour se consacrer à la poésie. Donc son entrée, si vous voulez, dans le domaine de l'art, il se fait par cette porte-là particulière, la littérature, la poésie, et dans ce contexte-là, contexte particulier qui est celui de l'occupation. C'est dans ce contexte-là que Marcel Brotars commence à entrer en rapport avec une communauté littéraire et artistique. Un contexte qui, par certains côtés, n'est guère propice, puisque l'activité culturelle à cette époque-là est très surveillée, pour ne pas dire censurée, et en particulier tout ce qui se rapporte à l'art moderne ou au surréalisme. Vous vous souvenez peut-être que le surréalisme, en particulier l'art moderne plus généralement, à l'époque est considéré par les nazis comme étant de l'art dégénéré, pour des raisons qui sont des raisons à la fois esthétiques et aussi pour des raisons politiques, dans la mesure où le surréalisme, historiquement, a été proche du communisme ou du marxisme. Donc c'est extrêmement surveillé ou censuré pendant l'occupation. Pour vous donner une idée, il faut attendre le 15 décembre 1945 pour avoir une première exposition surréaliste à Bruxelles au sortir de la guerre à la galerie La Boétie. Mais simultanément, ce contexte peu propice l'est aussi d'une autre manière, dans la mesure où il y a quelque chose de stimulant ou d'excitant pour ces jeunes gens-là, parce que ce que je dis là de Marcel Brotars vaudrait aussi par exemple pour Bury ou pour d'Autremont. Il y a quelque chose d'assez excitant pour eux à entrer dans cette forme de résistance-là, qui est l'activité littéraire ou artistique. Dans cette logique que j'indiquais du surréalisme et de ses alliances ou de ses affinités politiques, Marcel Brotars entre en 1943, donc après la victoire de Stalingrad, il entre au Parti communiste belge. En 1947, c'est-à-dire juste après la guerre,
il est signataire de 2 tracts que je vous montre ici à l'écran. Donc c'est trop petit pour qu'on puisse les lire, évidemment, mais bon, je fais défiler rapidement pour que vous puissiez quand même en avoir une idée. Vous voyez ici sa signature, Marcel Brotars. Donc là, le premier qui date du 7 juin 1947, qui s'intitule « Pas de quartier dans la Révolution ». Et deuxième tract, le voici, « La cause est entendue », qui date, lui, du 1er juillet 1947. Ce sont 2 tracts qui sont publiés par un groupe qui vient de se constituer et qui s'appelle le surréalisme révolutionnaire. Groupe donc auquel Marcel Brotars, manifestement, en signant ces 2 tracts, adhère d'une certaine façon. Le groupe Le Surréalisme Révolutionnaire a été fondé le 17 mai 1947 en opposition, en fait, à André Breton. André Breton, en effet, affirme à cette époque-là la liberté de l'art vis-à-vis de la politique, et notamment vis-à-vis de toute politique partisane. Premier aspect, première affirmation d'André Breton. Et deuxième aspect, la vocation du surréalisme à découvrir, ce sont les termes de Breton, un mythe nouveau. Breton développe ces idées-là en particulier dans ce livre, dont je vous montre ici la couverture, qui s'intitule Arcane 17 et qui est publié en mars 1945. Et donc ça pour l'aspect mythe nouveau, référence à l'occultisme, à la magie. Et pour ce qui est de la prise de distance vis-à-vis de la politique et de l'action politique, dans cette brochure, bon, qui est écrite sous le nom d'un groupe à l'existence éphémère qui s'appelle Cause, mais en fait la rédaction revient à Breton, brochure, vous voyez, qui s'intitule Rupture inaugurale et qui, elle, date du mois de juin 1947. Donc il y a une opposition qui se crée au lendemain de la guerre entre André Breton, qui avait été le fondateur du surréalisme, disons en 1924, avec le manifeste du surréalisme, et un certain nombre de jeunes membres, en particulier jeunes de ce groupe surréaliste. Opposition qui joue sur ces 2 plans, la question de l'engagement politique, la question du rapport à l'occultisme, à l'irrationalisme, on pourrait dire encore, et rupture qui tient aussi au fait que pendant la guerre, un fossé s'est creusé entre Breton, qui est parti en exil, notamment aux États-Unis, et puis les jeunes surréalistes qui sont restés en France ou en Belgique, qui ont eu des activités à ce moment-là pendant la guerre, et qui forcément ont un rapport à l'époque à l'URSS ou au communisme qui est différent à cause de cette expérience-là. Donc c'est à cause de ça que le surréalisme révolutionnaire est créé en 1947. Et on voit que Brotars fait partie, tout en se reconnaissant dans le surréalisme, fait partie de ceux qui prennent leur distance avec Breton sur ces 2 points-là, sur cette question politique et sur cette question de l'occultisme ou de l'irrationalisme. L'existence de ce surréalisme révolutionnaire est éphémère et elle cesse en fait dès 1948. Et le surréalisme révolutionnaire sera remplacé en 1948, ou du moins partiellement remplacé, par un nouveau groupe que vous connaissez certainement, qui s'intitule COBRA, qui est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Donc les 2 tracts que je vous ai montrés sont en fait la seule participation attestée de Brotars aux activités du surréalisme révolutionnaire. Il ne participe déjà plus, par exemple, au bulletin international du surréalisme révolutionnaire qui paraît au mois de janvier 1948, et il ne participe pas non plus à Cobra, dont je viens de vous parler. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il ne se trouve pas dans Cobra. Peut-être parce que Cobra met au cœur de ses préoccupations un certain spontanéisme qui n'est pas du tout ce qui intéresse en fait Marcel Brotars, dont on verra que sa démarche va s'inscrire plutôt dans quelque chose qu'on pourrait appeler le conceptualisme, ou qu'en tout cas il y a une dimension comme ça, conceptuelle ou très rationnelle, qui est présente dans son œuvre. Pendant cette période, c'est-à-dire pendant les années 40 et 50, Brotars vit dans une extrême pauvreté. Pour essayer d'y échapper, il fonde à la fin des années 40 une librairie, mais ça ne lui apporte pas non plus beaucoup d'argent.
En 1957, j'avance un peu dans la chronologie, il publie un premier livre qui est celui-ci, mon livre d'ogre, à l'enseigne de l'Arquebuse du Silence, à Ostende. C'est le premier de 4 livres qui sont, vous voyez là c'est intitulé ou c'est sous-titré Suite de récits poétiques, qui sont en fait des recueils de poèmes. Donc encore une fois, pour le moment, Marcel Brotars est un poète dans la descendance du surréalisme. Ces livres, par exemple ici le premier, mon livre d'ogre, donc qui date de 1957, sont d'un tirage relativement limité. Celui-ci est tiré à 183 exemplaires. Ce sont plutôt des beaux livres, vous le voyez peut-être là, la qualité du papier, avec un frontispice ici de Serge Van der Kam, que je vous montre ici. Serge Van der Kam, c'est un peintre belge qui est né en 1924, donc on est toujours dans la même génération, et qui, lui, Serge Van der Kam, fait partie de Cobra. Je vous montre un peu l'intérieur, à quoi ça ressemble sinon. Donc voilà des poèmes. Second recueil, Minuit, qui date de 1960, publié cette fois-ci à Bruxelles. On est toujours dans le même genre de livre. Celui-ci est tiré à 225 exemplaires. Et on y retrouve aussi un frontispice de Serge Van der Kam, toujours le même. Donc dans cette esthétique de Cobra, quand je vous parlais tout à l'heure de spontanéisme, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler avec ça, Cobra. Donc, sans être membre de Cobra, on voit que les amitiés de Brotars vont quand même encore de ce côté-là. Je vous montre la couverture du 3e recueil de poèmes de Brotars, La Bête Noire, qui date de 1961. Cette fois-ci, il y a quelques gravures de Jan Sanders dedans. Et enfin, bon, ça c'est l'intérieur, l'image est toute petite, mais vous en avez comme ça une idée. Et enfin, Pense bête, qui date de 1964. Pense bête qui peut-être est le premier de ces livres-là qu'on pourrait qualifier ou déterminer d'un terme qui commence à apparaître à l'époque et qui est celui de livre d'artiste. Autant les premières publications étaient plutôt dans la tradition des beaux livres à tirage limité, fait en collaboration avec des peintres, autant celui-ci est déjà différent. Il n'y a plus cette idée d'un tirage limité, numéroté. Et puis surtout, la manière dont, je vous montre l'intérieur, dont Brotars travaille, c'est déjà autre chose. Il n'y a plus de collaboration avec un peintre et c'est lui-même qui, finalement, prend en charge la dimension plastique, si on peut dire, du livre. Je vous montre une autre image qui vous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il a collé, et de manière différente en fonction des exemplaires, comme ça, des papiers de couleur qu'il faut tourner pour découvrir le texte. Donc pour le moment, vous voyez, on est en 1964. Pour le moment, on en est là, c'est-à-dire Brotars, c'est quelqu'un qui fait essentiellement de la poésie, mais dont on voit que la pratique poétique avec ce dernier livre, elle évolue déjà vers ce qu'on commence à appeler à ce moment-là donc le livre d'artiste. Pour faire un petit retour dans le temps, je suis passé sur quelque chose que je voudrais vous montrer maintenant et qui est un film que Brotars réalise en 1957. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant, c'est-à-dire au même moment où il publie son premier recueil de poèmes, Mon livre d'ogre, Brotars, et donc là on voit qu'il y a déjà quelque chose qui part ailleurs, dans une autre direction, Brotars réalise un film qui s'intitule La clé de l'horloge, poème cinématographique en hommage à Kurt Schwitters. C'est un film qui dure 8 minutes, mais dont je vais vous montrer un petit extrait, dont je vais vous montrer le début, parce qu'on entend aussi un texte, un commentaire de Brotars qui est intéressant. Donc, je vais... le passer en plein écran.
l'horloge ou la clé de l'amour. C'est un tableau. Il est le créateur de l'art Merz. Merz est la seconde syllabe du mot allemand Kommerz. Avec beaucoup de colle, il assemblait les vieux débris pour composer des ensembles hétéroclites de toute beauté. Voilà, je vais arrêter là cet extrait parce que je ne peux pas tout vous montrer, ce serait trop long. Alors ce film, il est intéressant à plusieurs égards. Déjà parce que ça montre que Brotars va un petit peu ailleurs que dans la poésie, même si en même temps le film est sous-titré « Poème cinématographique », l'idée d'un poème cinématographique, et qui est en hommage à Kurt Schwitters. Kurt Schwitters, qui est un artiste allemand qui a appartenu au mouvement Dada. Schwitters, il est connu pour deux choses. Il est connu pour son œuvre poétique. C'est quelqu'un qui a notamment écrit et enregistré ce qu'on appelle la Ursonate, qui est un poème phonétique. Mais là, vous avez vu dans ce film ce qui est intéressant, c'est-à-dire on aurait pu croire que Brotars, poète, s'intéresserait à l'œuvre poétique de Kurt Schwitters, mais en fait, il s'intéresse à l'œuvre plastique de celui-ci, que Schwitters appelait Merz. Et cette œuvre plastique, c'était une espèce de vaste collage en 3 dimensions, fait à partir de, je reprends les termes de Marcel Brotars, de vieux débris, d'éléments récupérés. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que cette pratique de collage, d'assemblage, c'est quelque chose qui va continuer à intéresser Brotars et qui va ressurgir plus tard dans son œuvre. Pendant ces mêmes années, c'est-à-dire à la fin des années 50 et au début des années 60, tirant toujours le diable par la queue, Marcel Brotars multiplie les activités pour vivre. Il devient aussi reporter photographe à cette époque-là, ou encore guide d'exposition. À partir de 1961, il devient même critique d'art. Et il écrit donc des critiques dans la presse spécialisée belge, qui sont intéressantes quand on regarde sur quoi il écrit. Sur quoi est-ce qu'il choisit d'écrire? Sur 2 choses essentiellement. Le pop art américain, qui donc est un mouvement qui vient relativement d'apparaître à l'époque. Le pop art commence aux États-Unis au milieu des années 50 avec des gens comme Robert Rauschenberg ou Jasper Johns. Donc le pop art d'une part, et d'autre part ce qui serait la version européenne ou française du pop art, c'est-à-dire le nouveau réalisme qui date, lui, la première exposition où le terme est introduit par Restani, date de 1960. 2 mouvements, donc le pop art américain et le nouveau réalisme, qui à cette époque sont considérés comme proches, et tous les 2 comme 2 mouvements néo-dada. Donc vous voyez aussi, après le film consacré à Kurt Schwitters, cet intérêt pour le pop art et le nouveau réalisme, ça montre aussi qu'il y a un rapport ou un intérêt de Marcel Brotars pour Dada et pour tout ce qui serait des renouveaux du mouvement Dada.
Je dis qu'on associe à l'époque pop art et nouveau réalisme parce qu'en fait, le point commun des deux serait un intérêt pour l'objet, et en particulier pour les objets de consommation qui sont utilisés soit comme images, soit comme matériaux pour ces deux courants artistiques. Quand on lit les articles que Marcel Brotars consacre à ces deux courants, notamment au pop art américain, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Marcel Brotars fait un lien direct entre ce courant artistique, le pop art, et le système économique américain, en particulier le système économique qui est en train d'ailleurs de s'étendre au monde entier à l'époque et qui est celui de la société de consommation. « 1964, c'est une date charnière dans l'œuvre de Brotars. Vous vous souvenez que c'est la date à laquelle il publie son recueil Pense-Bête. C'est aussi la date à laquelle il a ce geste d'ancrer, vous le voyez au sens presque propre du terme, d'ancrer dans du plâtre les exemplaires invendus de son recueil de poèmes et de les exposer comme sculptures lors d'une première exposition, lors de sa première exposition, en avril 1964, à la Galerie Saint-Laurent à Bruxelles. Donc vous voyez, là, il y a un geste fort. Il prend les exemplaires du poème qui n'ont pas été vendus, beaucoup d'exemplaires, semble-t-il, n'avaient pas été vendus, et il les transforme en sculptures en les mettant dans du plâtre, partiellement dans du plâtre. L'autre œuvre marquante de cette première exposition, à la Galerie Saint-Laurent à Bruxelles, 1964, c'est le carton d'invitation lui-même de cette exposition que je vous montre là, recto verso. Et je vous en montre ensuite une autre version, recto verso, qui est, vous le voyez, une double page de magazine. Donc à chaque fois, chaque exemplaire est unique parce qu'il s'agit d'une double page différente. Double page de magazine sur laquelle Marcel Brotars imprime un texte que je peux vous lire. Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de 40 ans. L'idée enfin d'inventer quelque chose d'insincère me traversa l'esprit et je me mis aussitôt au travail. Au bout de 3 mois, je montrai ma production à Philippe-Édouard Toussaint, le propriétaire de la Galerie Saint-Laurent. « Mais c'est de l'art, dit-il, et j'exposerai volontiers tout ça. » « D'accord, lui répondis-je. Si je vends quelque chose, il prendra 30%. Ce sont, paraît-il, des conditions normales, certaines galeries prenant 75%. Ce que c'est, en fait, des objets. Marcel Brotars. Donc en fait, ce carton, il fonctionne, vous le voyez, en même temps comme un genre de manifeste qui est un peu surprenant et qui sans doute mérite d'être commenté parce que ça contient le point de départ de beaucoup de choses qu'on va retrouver ensuite dans l'œuvre de Brotars. L'artiste présente, pour commencer, les raisons qui lui font abandonner la poésie. Souvenez-vous de la pièce que je vous ai montrée auparavant. Les raisons qui lui font abandonner la poésie pour l'art. Cela fait déjà un moment que je ne suis bon à rien, dit-il, et il veut maintenant, dit-il encore, vendre quelque chose et réussir dans la vie. Quitte à inventer pour cela, la formule est frappante, inventer quelque chose d'insincère. Par opposition à sa poésie qui serait ou qui était sincère mais invendable, il s'agirait donc de créer quelque chose d'insincère qui deviendrait vendable et qui serait de l'art. L'idée qui se dégageant ici étant donc que pour réussir dans la vie, il faudrait en quelque sorte profiter d'un système artistique qui existe. D'ailleurs, ce qui est frappant dans la manière dont Brotars présente ici les choses, c'est que c'est le propriétaire de la galerie qui lui aurait dit « mais c'est de l'art ». Alors que dit Brotars, en réalité, qu'est-ce que c'est ? Des objets.
Alors ce texte, il ne faut sans doute pas le prendre d'une manière trop littérale, c'est aussi une mise en scène, c'est-à-dire que c'est sans doute pas tant le fait que le galeriste lui ait dit c'est de l'art qui a été déterminant, que le fruit d'une réflexion qui est celle de Marcel Brotars lui-même, et sans doute de sa connaissance des mouvements dont je parlais précédemment, c'est-à-dire du pop art et du nouveau réalisme, qui l'amène à exposer des objets. C'est-à-dire Brotars comprend tout à coup que exposer des objets suffit à devenir artiste et permet aussi de les vendre et donc de réussir dans la vie. Cette mise en scène, en même temps, elle le présente comme quelqu'un qu'on pourrait qualifier de cynique dans sa position, puisqu'il assume en quelque sorte l'idée de faire quelque chose d'insincère pour vendre, et pour vendre dans des conditions qu'il publie en plus avec cette histoire des pourcentages de la vente. En même temps, cette position-là, on comprend, cette position qu'on pourrait qualifier de cynique, on prétend qu'elle est déjouée ou dépassée par le fait même qu'il l'énonce dans le carton d'invitation. Et cette position-là devient alors, je crois, une position artistique. Elle inaugure du moins une réflexion artistique, elle qu'on pourrait dire sincère, sur ce qu'est l'art, sur ce qu'est son circuit économique, son circuit symbolique de légitimation, et sur ce que c'est que l'artiste dans ces conditions. À partir de 1964, donc, Marcel Brotars commence à exposer des œuvres qui sont des objets, il l'annonce dans ce carton, qui sont des objets ou des assemblages d'objets, des accumulations, dans une veine qui rappelle le nouveau réalisme ou le pop art. Je vous montre sans attendre quelques exemples. Ça, c'est une œuvre de 1966 qui s'intitule « Deux tas de briques ». Une autre œuvre, 1967, intitulée « En 10 », dont vous voyez donc que c'est une brique. Ou encore « Monument en 10 », 1967. Donc Brotars expose des briques comme œuvre. Il utilise aussi, dans ces mêmes années, des images, là encore extraites, on retrouve le même motif que pour le carton d'invitation, extraites de la presse, des magazines, mais qui ici, vous voyez, sont la même image dupliquée, placée dans un petit bocal en verre, et avec cette accumulation. Ça s'appelle Tour de Babel, ça date de 1966. Ici, une déclinaison si vous voulez, c'est la même année, 1966, ça s'intitule Tour visuel. Donc là, ce sont des images de la presse, des médias, qui sont utilisés comme objet donné, de la même manière qu'une brique peut être aussi un objet donné. Dans un autre registre, et ce sont sans doute ses œuvres les plus célèbres, il utilise aussi des moules. 1965, c'est la première œuvre dans laquelle il utilise les moules. 1965, Triomphe de moules. 1965, toujours Panneau de moules. 1965, Casserole rouge avec des moules. J'en ai quelques-unes que je fais défiler. 1966, Cercle de moules. 1966, Grande casserole de moules. 1966, encore un pot de moules, enfin non, c'est 68. Voilà, ça c'est 66, j'ai inversé les images. Bureau de moules. Petite forme de moule, c'est celle-ci, petite forme de moule, 1969. Dans la même veine, et l'une n'allant pas sans l'autre, Frites, 1966. 1966 encore, L'erreur. Vous voyez que cette fois-ci, on voit apparaître un nouvel élément dans son vocabulaire, qui sont les coquilles d'œufs.
vide, disposé ici sur un tableau avec le mot moule au-dessus. Ça, c'est l'erreur 1966 encore. On voit, dis-je, apparaître un autre élément de son vocabulaire parce que Brotars utilise aussi des coquilles d'œufs. Cabinet blanc et table blanche 1965. Ovale d'œuf 1965 toujours. Tableau et tabouret avec œuf 1966. 4E 1966. 289 coquilles d'œufs 1966. Donc vous voyez que ces années-là, 64, 65, 66, pour les moules, je vous ai montré des choses de 68, 69, sont très largement occupées par cette production-là, qui d'ailleurs prend volontiers, vous le voyez, un côté répétitif, voire obsessionnel. Dans la deuxième moitié des années 60, en 1967, Marcel Broters revient au film. Et je vais vous montrer un petit extrait, là encore, avec un film qui s'appelle Le Corbeau et le Renard. Il dure 7 minutes, mais je vais juste vous montrer le début de ce film. D'ailleurs, plus qu'un film, on pourrait dire que c'est un ensemble d'éléments. D'abord, Marcel Broters, donc avant de vous montrer le film, je vous montre le reste. D'abord, Marcel Broters a écrit, on pourrait dire, une réécriture. C'est quelque chose qui avait beaucoup existé dans le surréalisme de Bruxelles. Paul Nouget faisait beaucoup ça. Donc une réécriture de Le Corbeau et le Renard, c'est évidemment la fable de La Fontaine. Donc il écrit une réécriture de cette fable que vous avez ici, sous les yeux, imprimée, rangée ensuite dans un portfolio que je vous montre, recto verso. Dans ce portfolio, vous avez donc cette réécriture. Vous avez ceci, où il se met en scène de dos en train de réécrire. Ceci, qui est une espèce de variation sur l'homme de lettres manuscrite, l'homme de lettres imprimé, la femme de lettres, le garçon de lettres, la boîte aux lettres, etc. Et 2 écrans. Le premier qui figure un écran de télévision, où vous retrouvez un extrait du texte qu'il a écrit. Premier écran. Deuxième écran, qui lui est un écran de projection Super 8 traditionnel, où vous avez un autre extrait. Et puis le film lui-même, le film devant être projeté au choix sur un des 2 écrans. Dans une installation que je vous montre, où on retrouve aussi au mur les autres éléments qui sont dans le portfolio. Donc ça, c'est une vue d'exposition assez récente. Ça, c'est le dispositif originel chez lui. Je vous montre maintenant un petit extrait quand même de cette vidéo.
J'arrête là mon extrait. Donc vous avez vu ce qui se passe, c'est-à-dire que le film reprend des éléments, là encore, du texte écrit par Brotars et des objets. On a vu une botte, une bouteille, des choses comme ça, qui donc sont projetés sur l'un des deux écrans au choix que je vous ai montré auparavant, où un extrait du texte lui-même est imprimé. Donc ce qui se passe, c'est un effet d'illisibilité, en fait. C'est un texte qui est, on pourrait dire, difficile de compréhension ou d'interprétation. Voici ce que dit Brotars. L'œuvre a été conçue comme une tentative de nier autant que possible le sens des mots, comme celui des images. Même époque, je vous montre un autre extrait d'une autre vidéo, 2 ans plus tard, 1969, une vidéo qui s'appelle « La pluie ». Elle dure 2 minutes 30, donc cette fois-ci, je peux vous la mettre en entier. Donc vous voyez ici ce qui se passe. Je précise que c'est une pluie artificielle, hein, pour ceux qui penseraient qu'il fait vraiment ce temps-là à Bruxelles. Non, non. Donc Brotars s'est installé dans son jardin, il essaye d'écrire un poème, mais il n'y arrive pas à cause de l'eau. Donc c'est une espèce de film, de performance filmée qui rejoue l'impossibilité d'écrire, manifestement une question qui travaille beaucoup Marcel Brotars, l'impossibilité d'écrire. Néanmoins, la même année, il publie à nouveau un livre que je vous montre ici, 1969 donc, intitulé « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». C'est, et sous-titré, vous voyez, images. C'est naturellement une référence à ce livre de Mallarmé, « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard », qui est un livre, le livre original de Mallarmé qui date de 1897 et qui est resté dans l'histoire de la poésie comme étant le premier ouvrage, alors c'est minuscule, hein, comme le premier ouvrage qui est un genre de poème typographique, c'est-à-dire qui joue sur la mise en page. Ce que fait Brotars, c'est ceci, je vous montre la même page, donc il réécrit finalement, pourrait-on dire, toujours cette question aussi de la réécriture, il réécrit le livre de Mallarmé, mais de la manière suivante, c'est-à-dire avec des aplats noirs qui se trouvent exactement au même endroit que se trouve le texte dans la version originale.
Alors comment interpréter ça comme un hommage, certainement à un poète qu'il admire beaucoup, mais comme aussi l'idée de donner une version plus abstraite, presque au sens de l'abstraction dans la peinture, d'une œuvre qui déjà était abstraite. Vous savez que la poésie de Mallarmé, c'est une poésie abstraite, parce qu'on n'y comprend quand même pas grand-chose, il faut bien le dire. Et là, on y comprend encore moins, et en un sens, il n'y a même plus rien à comprendre, parce que ça se joue purement au niveau visuel, sans qu'il y ait possibilité que l'opération de signification fonctionne encore. Je passe encore sur autre chose, et puis après, je commenterai un petit peu plus. Je vous fais entendre maintenant un extrait sonore, que je ne vous ferai pas entendre entièrement, ça dure 5 minutes, mais je vous fais entendre le début, et je vous donnerai d'ailleurs le titre après. Ça date de 1970. Je vais un peu baisser le son, parce que sinon ce sera trop fort. Voilà, et je vous le mets. Est-ce que c'était un bon tableau, celui-là, qui correspond à ce que vous attendez de cette transformation toute récente qui va du conceptual art à cette nouvelle version d'une certaine figuration, pourrait-on dire? Vous croyez? Cependant, cette couleur rappelle quand même nettement la peinture qu'on faisait au moment de l'art abstrait, n'est-ce pas? Êtes-vous certain que ce n'est pas un nouvel académisme? Et mais s'il s'agit d'audace, c'est tout de même une audace contestable. Il s'agit tout de même de marcher. Mais il va falloir les vendre, ces tableaux. Que feront les gens qui ont acheté les choses précédentes? Vont-ils les revendre? Ou bien continueront-ils... Que pensez-vous? Parce que, à ce moment, beaucoup d'artistes se posent la question. Bon, j'arrête là. Vous avez entendu le début de l'interview avec un chat qui date donc de 1970 et qui montre bien la dimension finalement parodique, humoristique et critique qui est présente dans l'œuvre de Marcel Brotars. Puisque vous l'entendez tenir un discours très sérieux sur la peinture, sur l'art, en interrogeant en fait son chat et en attendant les réactions et commentaires de son chat. On ne sait pas trop d'ailleurs, en l'occurrence, qui est l'artiste, c'est-à-dire est-ce que c'est Brotars ou est-ce que c'est le chat qui joue le rôle de l'artiste, à qui un critique poserait des questions. Cette dimension humoristique ou parodique, critique, elle était déjà présente, je crois, mais je n'ai pas franchement insisté là-dessus pour commencer. Elle était déjà présente dans les œuvres antérieures, celles que je vous ai montrées, les œuvres des années 64, 65, 66. Mais elle est présente d'une manière particulière. Je crois qu'une caractéristique de l'œuvre de Brotars, et qui fait peut-être sa difficulté aussi, c'est la dualité de cette œuvre, voire sa duplicité, d'une certaine manière. C'est-à-dire Brotars joue simultanément sur plusieurs niveaux en même temps. Les objets ou les assemblages que je vous ai montrés se donnent comme des assemblages dans l'esprit du pop art ou du nouveau réalisme. À l'époque, Armand, vous voyez qui est cet artiste français, fait aussi des choses comme ça avec des objets récupérés qu'il accumule et ça fait des œuvres. Donc, de la même manière que Brotars fait ça aussi avec des briques, avec des coquilles, avec des d'œufs, avec des moules. Mais en même temps, s'il se donne comme ça, c'est-à-dire comme des assemblages dans l'esprit du pop art et du nouveau réalisme, en même temps,
les œuvres de Brotars, les assemblages de Brotars, interrogent le sens de ces œuvres-là. Il y a du coup, vous voyez, c'est un art qui est référentiel, qui se réfère à cet art-là, qui est l'art qui se développe à ce moment-là, qui le copie d'une certaine manière, mais qui le copie sur le mode aussi de la parodie, pour interroger la pertinence de cet art-là et l'interroger d'une manière, encore une fois, quelque peu humoristique. Car ce que choisit, je vous l'ai montré, Brotars comme matériel, ce sont des coquilles vides ou encore des moules, c'est-à-dire quelque chose, je reste sur les moules, les coquilles vides, ça se comprend immédiatement, les moules, c'est-à-dire quelque chose qui a un sens particulier dans le contexte belge. Ceux qui ont fréquenté la côte belge pendant l'été savent qu'on y mange des moules et des frites. C'est une certaine partie de la culture populaire belge, ou encore une certaine représentation de la Belgique. Et ça, tout artiste belge se pose aussi la question de savoir ce que c'est que d'être un artiste belge, c'est-à-dire une représentation de la Belgique qui est un petit pays, comme vous savez, pas sérieux, qui n'existe pas véritablement, ou qui n'existe pas sur le mode du sérieux. C'est un pays, vous vous en souvenez, qui a été fondé de toutes pièces pour faire tampon entre la France et l'Allemagne en 1830, et qui a par ailleurs beaucoup souffert de cette position de tampon, comme l'histoire l'a montré par la suite. Donc il y a cette dimension parodique qui est présente dans les objets de Marcel Brotars, si on veut bien les regarder d'une certaine manière. Je vous montre quelques œuvres que j'ai préparées avec la thématique belge, d'ailleurs. Donc celui-ci où vous retrouvez les coquilles vides, mais sur un drapeau belge, ça fait référence à ce grand tableau que je vous montrais là tout à l'heure, celui-ci. Mais voilà, c'est redécliné ici presque sous la forme d'un triptyque, c'est aussi une question d'histoire de l'art, ou cette œuvre-là qui est célèbre aussi. Le précédent, c'était Sans titre et date de 1966. Celui-ci, c'est 1965, c'est un fémur d'homme belge. Derrière tout ça, c'est-à-dire derrière ces œuvres dont j'essaye de vous montrer qu'elles fonctionnent toujours sur un mode double, et c'est-à-dire aussi sur un mode parodique. C'est-à-dire on reprend des éléments du vocabulaire de l'art de l'époque, du pop art, du nouveau réalisme, de ce qui commence à se développer aussi sous le nom d'art conceptuel, et puis on les détourne ou on les travaille d'une certaine manière pour réfléchir sur ces œuvres elles-mêmes et sur les tendances et les idées qu'elles posent. Derrière toutes ces œuvres, donc, il y a la question: qu'est-ce qui fait œuvre aujourd'hui ? Manifestement, ce n'est plus les réponses traditionnelles qu'on pouvait apporter à cette question-là. Ce n'est plus la virtuosité ou le style qui fait œuvre. Ce n'est pas non plus le sens. C'est ce que tend à montrer, par exemple, une œuvre comme Le Corbeau et le Renard, où toute la question du sens est mise de côté, c'est-à-dire de lisibilité d'un message. Donc toutes ces définitions traditionnelles de l'œuvre d'art volent en éclats. Qu'est-ce qui fait œuvre ? Qu'est-ce qui reste ? Pour commencer à répondre un peu à cette question-là, je surveille le temps parce que le temps file, je veux vous montrer quand même un autre petit film, ce sera le dernier, qui est assez court, il dure 3 minutes 15, donc je vais vous le montrer intégralement. Le voici. C'est un film qui date de 1969, comme tout à l'heure, La pluie, et qui se présente, vous allez voir, explicitement comme une satire. Donc on est toujours dans cette question-là, de la duplicité, de l'ironie, de la satire. Il s'intitule La pipe.
Comme dans la pluie, vous voyez, Brotars se met en scène. Bon, vu que le temps passe, j'arrête là pour ce film. Vous en avez déjà vu suffisamment pour comprendre que derrière, manifestement, il y a une référence à Magritte, et en particulier à cette œuvre-là, célèbre « Ceci n'est pas une pipe ». Enfin, le titre exact du tableau, c'est « La trahison des images ». C'est un tableau de Magritte qui date de 1929. Je dirais référence à Magritte, bon, avec ce motif de la pipe, mais aussi, vous avez peut-être vu que Brotars, dans le film, porte un masque qui quand même fait très clairement penser à ça. Ça, c'est un autre tableau de Magritte qui date de 1943, qui s'appelle « Le retour de flamme » et qui... il y aurait plusieurs tableaux de ce genre-là de Magritte qui manifestent la grande admiration de Magritte pour le personnage de Fantomas. Et donc finalement, Brotars le réinvestit, ce personnage de Fantomas, en plus du motif de la pipe dans le film que je viens de vous montrer. Donc comment comprendre cette référence, cette satire de Magritte? On a vu, je l'ai rappelé, que Brotars provient de ce surréalisme-là, de ce surréalisme de Bruxelles. Donc Brotars a eu très bien connaissance du projet magrittien originel, qu'il faut le rappeler, qui était un projet de détruire la peinture en tant que telle, comme esthétique, de détruire l'art pour l'art et de produire des images qui ont pour objectif, c'est vraiment ça que Magritte veut faire au départ, de bouleverser la vie réelle qui elle-même, dit Magritte, est constituée d'images, des images mentales, des images publicitaires. Le surréalisme de Bruxelles, donc, avait déjà proclamé d'une certaine manière ou souhaité la mort de l'art, la mort de l'esthétique. D'une certaine façon, Brotars reprend ce projet à son compte, mais en même temps, il en connaît l'échec. Échec car s'il y a mort de l'art ou mort de l'esthétique, c'est pour laisser place au commerce, ou plutôt le commerce a avalé et digéré l'art et l'esthétique. Magritte lui-même est devenu un peintre célèbre, il est vendu et même vendu très cher. Brotars, quand on relit les textes critiques dont je vous parlais tout à l'heure, Brotars considère même qu'en un sens, très connu aux États-Unis à partir des années 60, Magritte y a favorisé l'apparition du pop art. Pop art qui travaille donc lui aussi après cette mort de l'art ou de l'esthétique, après la disparition de ses vieilles valeurs, mais pour exprimer directement, c'est ainsi que Brotars l'analyse, pour exprimer les valeurs de la société de surproduction d'objets et de surconsommation d'objets, ou encore les valeurs du commerce. Dans de telles conditions, je répète la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il reste ? Si, encore une fois, l'œuvre d'art, ça n'est plus la virtuosité, le style, si ça n'est plus le sens, qu'est-ce qui reste? Peut-être précisément, suggère Brotars, le commerce. L'art n'est plus que l'économie de l'art, son économie réelle, son économie monétaire, ou encore son économie symbolique, les deux étant d'ailleurs dans un rapport d'interdépendance. C'est cette question que Brotars commence à explorer à partir de la fin des années 60, par exemple avec cette série d'œuvres que je vous montre là, celle-ci date de 1968, quand on dit que finalement qu'est-ce qui reste, c'est l'économie monétaire ou symbolique, finalement ce qui peut être fait œuvre, c'est par exemple la signature de l'artiste. Donc ici, Marcel Brotars fait une toile qui date de 68, qui, vous voyez, est constituée de la répétition de sa signature. Il y a toute une série d'œuvres à l'époque où il explore cette question-là. Ici, c'est une sérigraphie, elle a été tirée à 60 exemplaires, elle date de 69.
qui s'intitule « La signature ». Vous voyez, il est indiqué tirage illimité, mais en fait, il y en a eu 60. Ici, c'est un dessin, sans titre, 1970. Je vous montre encore ceci, socle, 1967. Et vous voyez peut-être sur le côté, on ne le voit pas très très bien, mais on a ce motif de la signature Marcel Brotars qu'on retrouve. Ce socle permet d'ailleurs de faire la transition entre l'aspect signature, ce qui fait œuvre, c'est la signature en tant qu'elle garantit quelque chose sur un marché de l'art, et cet autre aspect de l'institution que j'évoquais, dans la mesure où le socle, ça fait aussi tout simplement penser au musée, et qu'à un moment, peut-être, ce qui produit l'art, ce qui fait art, c'est le musée, c'est l'institution artistique, et notamment le musée. En 1968, Marcel Brotars fonde dans sa maison de la rue de la Pépinière à Bruxelles le musée d'art moderne, département des Aigles, qu'il inaugure le 27 septembre 1968. Donc en fait, il inaugure un musée fictif qui va lui servir à réfléchir sur ce que c'est qu'un musée et sur en quoi le musée fait art. Donc il inaugure ce musée chez lui le 27 septembre 68, c'est-à-dire peu de temps relativement après mai 68, et Marcel Brotars a participé aux débats qui ont eu lieu au moment des événements de 68, débats à propos de l'art, notamment à Bruxelles. Il y a eu une occupation du Palais des Beaux-Arts, et pendant cette occupation, on discutait du rapport de l'art au marché et de ce que c'était que l'art. Je vous lis ce que Brotars raconte s'agissant de la fondation donc, de ce musée d'art moderne, département des Aigles. En 68, quelques amis et moi, des amis où on retrouvait des gens de galerie, des collectionneurs et des artistes, nous nous sommes réunis pour tenter d'analyser ce qui n'allait pas au point de vue artistique en Belgique, c'est-à-dire pour analyser les rapports art et société. Et nous avons bavardé, puis finalement convenu d'une réunion chez moi dans mon atelier pour développer cette analyse. On en a parlé pas mal autour de nous, et finalement j'attendais 60-70 personnes. Cet atelier est assez vide, il n'y a que 2-3 chaises. Je me suis dit, comment les asseoir? J'ai eu l'idée de téléphoner à une firme de transport assez connue ici, Menkes, pour leur demander des caisses à prêter afin que ces gens puissent s'asseoir dessus. Ces caisses sont arrivées, je les ai disposées ici d'une manière finalement assez particulière, comme on disposerait justement une œuvre d'art. Et je me suis dit, mais au fond, le musée, c'est ceci. Alors, j'ai ajouté à ce décor des cartes postales reproduisant des œuvres du XIXe siècle. Alors, j'ai écrit le mot « musée » sur mes fenêtres, le mot « département des Aigles » sur le mur du fond dans le jardin, et sur la porte d'entrée de ce jardin, section XIXe siècle. Le musée était né, non pas à travers un concept, mais justement d'une circonstance. Le concept est venu après. Donc, quelques images, vous voyez, ça c'est le transporteur en question, on voit Marcel Brotars ici, avec quelques caisses qui sont à l'intérieur. Les caisses sont ensuite installées dans son atelier. Dans le jardin, voilà l'inscription département des Aigles, et ça c'est une photo de l'inauguration. Donc vous voyez qu'une discussion sur l'art a lieu au milieu de ces caisses. Vous voyez ici aussi à l'arrière-plan les cartes postales dont il parlait. Il y a 21 cartes postales d'œuvres du XIXe siècle qui sont accrochées au mur. Vous voyez aussi peut-être par la transparence des fenêtres que le soir de l'inauguration, le camion de transport est là derrière, à l'extérieur. Et ça, c'est une reconstitution plus tardive dans la mesure où sur les caisses sont aussi projetées des reproductions d'œuvres du XIXe siècle, en tout 50 diapositives. Ce sont des œuvres, par exemple, de Corot, Courbet, David, Ingres, donc voilà, quelques grands chefs-d'œuvre de la peinture du XIXe siècle. Donc ce qui devient œuvre ici, finalement, c'est le musée, c'est tout ce qui constitue un musée, on pourrait dire sauf les œuvres, finalement, parce que les œuvres sont présentes sur le mode de leur absence. Ici, Brotars fonde un faux musée pour réfléchir à ce que c'est qu'un musée. Donc cette première section, c'est un projet qui va l'occuper pendant plusieurs années, ce musée d'art moderne. Cette première section, section 19e siècle, elle date donc de 1968.
En 1969, il ouvre à Anvers une section XVIIe siècle. 69, toujours une section documentaire qui est en fait un plan du musée qui est dessiné dans le sable sur une plage de la côte belge qui s'appelle De Haan, ce qui veut dire le coq. Marcel Broters portant au moment où il creuse ça une casquette sur laquelle il y a marqué musée, et vous voyez ici qu'il y a un petit panneau, la photo n'est pas très bonne, mais sur le petit panneau il y a marqué ne pas toucher aux œuvres. Et il y a une autre photo, mais que j'ai pas trouvée en bonne reproduction, où la mer a monté, et il y a juste le panneau qui dépasse. Et donc qui a effacé aussi le plan du musée que vous avez ici au sol. Donc ça c'est 69. 1970, section financière. Le musée est déclaré en faillite. Et donc Brotars émet un contrat de cession de ce musée. Le musée est à vendre contre un lingot d'or. La vente est annoncée en couverture du catalogue de la Foire de Cologne en 1971, mais personne ne se porte acquéreur. 70 à Düsseldorf, il refait la section 19e siècle, et en 1972, il expose les dernières sections de son musée à la Documenta 5 de Cassel, qui est une documenta un peu historique, parce que le commissariat est assuré par Harald Zeman, qui est un célèbre commissaire d'exposition extrêmement important dans l'histoire des débuts de l'art contemporain. Et donc, en 72, ça c'est une vue de cette exposition-là, Marcel Brotars expose ce qu'il appelle la section des figures, où sont rassemblés 500 tableaux, sculptures, pièces de monnaie, objets divers, publicités, qui représentent des aigles. Et devant chaque groupe d'œuvres, vous avez un petit carton, vous voyez c'est numéroté, et vous avez un petit carton avec indiqué en anglais « This is not a work of art », c'est-à-dire « ceci n'est pas une œuvre d'art ». En 72, il expose donc à Cassel cette section des figures, mais aussi une section publicité et une galerie du XXe siècle. Donc là, il y a de la part de Brotars, vous voyez, à travers tout ce projet donc, qui s'arrête en 72, du musée d'art moderne, département des Aigles, cette idée de réfléchir à ce que c'est que le musée. On ne peut pas ne pas, surtout avec la présence des 68 et des diapositives, des cartes postales, on ne peut pas ne pas penser à un texte que sans doute Marcel Brotars ne connaissait pas, mais qui vraiment fait sens, qui est un texte du philosophe allemand Walter Benjamin, qui est un texte qui date de 1935 et qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique ». Et dans ce texte, Benjamin s'interrogeait sur la disparition de ce qu'il appelait la valeur d'exposition des œuvres, considérant que cette valeur d'exposition des œuvres, ça avait été la caractéristique de l'art à l'époque de la modernité, c'est-à-dire essentiellement entre le XVIIe et le XIXe siècle, ou encore un peu au début du XXe, mais que petit à petit, avec le développement des techniques de reproduction, c'est-à-dire la photographie, la diapo, des choses comme ça, notre rapport aux œuvres s'était transformé et ne passait plus essentiellement par la question de l'exposition, mais passait justement par ces moyens-là, par ces moyens de reproduction. On connaît d'abord les œuvres parce qu'on les a vues dans des catalogues, sous forme de diapositives ou sous forme de cartes postales. Et Benjamin, qui voyait ça d'une manière finalement assez positive, ce phénomène-là, considérait d'une certaine manière que tout ce qui essayait de maintenir la valeur d'exposition des œuvres était quelque chose qui était artificiel, qui essayait de maintenir en vie quelque chose qui était mort. Et on peut considérer d'une certaine manière que la réflexion de Marcel Brotars, elle va aussi en ce sens-là, dans la mesure où sa réflexion sur le musée porte aussi là-dessus, c'est-à-dire en quoi le musée, à un moment, devient une institution qui, on pourrait dire d'une certaine manière, est historiquement dépassée, ou qui essaye de maintenir en vie quelque chose qui s'est mis à vivre et à circuler d'une autre façon. Ce musée d'art moderne de Brotars est aussi l'occasion pour lui de créer tout un tas de choses autour du musée, tout un tas de documents. On a conservé tout un tas de lettres officielles de ce musée, mais aussi tout un tas de plaques en plastique dont je vous montre quelques-unes. Voilà, celle-ci est meilleure, on la voit mieux. Donc tout un tas de plaques qui sont liées. Là, c'est une vue d'exposition
qui sont liées à ce musée d'art moderne, mais qui pour d'autres, donc là vous voyez c'est une espèce de porte, ça fonctionne en diptyque, mais qui pour d'autres reprennent plus généralement des thèmes ou des obsessions qui se retrouvent dans l'œuvre de Brotars, ici avec le thème de la pipe, on a vu le film tout à l'heure, la pipe encore. Cet intérêt pour le langage, mais avec la question de la perte de signification du langage, pour la poésie. Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a plus de 300 de ces plaques qui sont produites entre 68 et 72. Je vous en montre seulement quelques-unes, tout en vous rapportant cette citation de Marcel Brotars. Sachez que l'on fabrique ces plaques comme des gaufres, dit-il. C'est vrai que techniquement, c'est vraiment le même procédé, sauf qu'au lieu de mettre de la pâte à gaufres, vous mettez du plastique. Il y a eu récemment au Wills à Bruxelles une exposition de la quasi-totalité des plaques qu'on a retrouvées et la publication d'un catalogue systématique qui les étudie chacune. On y retrouve donc dans ces plaques, vous voyez, les réflexions antérieures de Brotars sur l'art, sur le langage, jointes sans doute à une réflexion sur les conséquences pour l'art, car prenant la forme de la communication visuelle, de la publicité ou des médias de masse. Parce que ces plaques-là, ce n'est pas Brotars qui les invente, ce sont les plaques publicitaires qui existent à l'époque. Dans les années 70, Brotars commence à avoir une reconnaissance internationale. Il quitte Bruxelles d'abord pour Düsseldorf, puis pour Londres. Après 72, il poursuit, même après la fin du musée, les réflexions. Il y avait encore une plaque. Dont on a déjà parlé, sur l'art et plus généralement sur la perte de signification à l'ère industrielle ou post-industrielle. Ici, vous avez deux affiches qui datent de 1974, les animaux de la ferme, mais je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Donc, là, en dessous des vaches, par exemple, ce sont des marques de voitures. Ça, c'est une œuvre de 1975 qui s'appelle « La salle blanche ». C'est une reconstitution de son appartement. Et sur les murs, au lieu d'avoir des œuvres accrochées, ce sont des mots qui sont le vocabulaire artistique. Là, vous avez par exemple toile, collectionneur, galerie, voilà, toutes ces choses-là. À cette époque, il envisage de plus en plus l'exposition comme une œuvre, proche en cela des problématiques qui intéressent Harald Zeman, dont je vous parlais juste avant. Et il donc réagence dans des expositions ses œuvres antérieures pour, par l'accrochage, produire un effet particulier. Il s'intéresse aussi, et c'est la dernière partie de son œuvre, à la notion de décor. Il crée des décors. Ici, vous en avez un. C'est un tapis de sable qui date de 1974. Vous voyez avec une plante verte qui est posée dessus. Ici, un jardin d'hiver avec toujours aussi cette question des diapositives. Et enfin, 1975, le titre est anglais, A Conquest, donc une conquête. Normalement, j'ai plusieurs vues de ça. Donc vous avez sur la table un puzzle représentant une scène de bataille qui n'est pas tout à fait terminée. De l'autre côté, des canons. Enfin, dernier décor qui date de 1976, donc l'année de sa mort, qui s'intitule Monsieur Test. Donc vous voyez un personnage en train de lire un magazine sur un décor, pour rappeler ce qu'on disait avant, sur un décor qui est un décor de carte postale en fait. Monsieur Test, c'est certainement une énième et dernière référence littéraire de la part de Marcel Brotars, parce que ça fait référence à un livre de Paul Valéry que d'ailleurs j'ai amené avec moi, La soirée avec Monsieur Test, qui est un livre qui date un texte qui date de 1896, où on trouvait cette phrase-là, je vous la lis. « J'ai rêvé alors que les
têtes les plus fortes, les inventeurs les plus sagaces, les connaisseurs le plus exactement de la pensée devaient être des inconnus, des avares, des hommes qui meurent sans avouer. Leur existence m'était révélée par celle même des individus éclatants un peu moins solides. C'est un texte qui, à l'époque, ce texte de Paul Valéry a beaucoup fasciné déjà la première génération des surréalistes, et on voit que Brotars, lui, continue à s'y référer dans cette dernière œuvre. Monsieur Teste, c'est un non-artiste, mais dont l'existence même, qui ne fait pas œuvre, est l'œuvre même, finalement. Ça peut sembler un petit peu étrange. D'ailleurs, après ce texte-là, Paul Valéry arrête d'écrire, donc il passe à l'action d'une certaine manière, considérant que l'œuvre la plus parfaite, c'est celle qui n'est pas faite d'une certaine façon, ou c'est celle qui déserte les territoires habituels de l'art. Ça montre bien, là encore, que Brotars, même vous voyez dans cette dernière œuvre-là, il reste, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, il reste fidèle tout en les rejouant dans un contexte nouveau et avec un vocabulaire différent. Il reste fidèle à un certain nombre de préoccupations qui étaient présentes déjà chez les Bruxellois du groupe surréaliste à partir des années 20. Pour la question de savoir ce qu'on pouvait faire de l'art maintenant. C'est-à-dire qu'une certaine époque de l'histoire de l'art était tournée, celle de l'art moderne, celle de l'autonomie de l'œuvre d'art, donc la grande époque de l'histoire de l'art. Les surréalistes de la période historique, Magritte, Nouget, considéraient qu'il fallait faire de l'art une manière de vivre, une manière de provoquer par des images ou par des mots, des états particuliers dans l'existence. Encore une fois, Brotars, lui, se situe après cet échec-là. Échec parce que l'œuvre de Nouget est inconnue et parce que l'œuvre de Magritte est connue pour de mauvaises raisons en fonction des critères magritiens eux-mêmes, parce qu'elle a été rattrapée par le commerce et par l'institution artistique, muséale en particulier. Donc, échec de ça, finalement, que faire ? Peut-être que la seule manière pour Brotars, ça a été précisément de faire cette œuvre qu'il qualifiait au début, en 1964, d'œuvre insincère, mais qu'on pourrait plutôt qualifier de duel ou d'œuvre qui est faite à partir d'une certaine position, d'une certaine posture, qui est celle de la duplicité, c'est-à-dire entrer dans le système de l'art pour vendre et pour y être reconnu, tout en le travaillant, tout en le critiquant de l'intérieur, tout en essayant de comprendre comment il fonctionne, en le mettant à distance avec une certaine ironie, avec un certain humour. En ce sens-là, Brotars vraiment est un artiste, alors certes dont on peut interpréter l'œuvre de manière différente. Là, je le fais d'une certaine façon. Cette œuvre étant, vous l'avez compris, sur plusieurs niveaux simultanément, étant une œuvre complexe, on peut ne pas être d'accord sur la manière de l'interpréter. Moi, j'aurais tendance donc à l'interpréter de cette manière-là et à expliquer par là l'influence qu'il a depuis et encore aujourd'hui dans le champ de l'art, dans la mesure où il inaugure toute une tradition dans l'art contemporain de réflexion sur l'art, sur ce qu'est l'art, sur la question de savoir si l'art est encore possible aujourd'hui, dans quelles conditions, sur le rapport, je le répète, aux institutions artistiques, qu'elles soient les institutions muséales ou que ce soit les galeries, les marchands d'art, la critique d'art, comme on y faisait allusion tout à l'heure avec son interview avec le chat. Donc il inaugure finalement, je crois, toute cette tradition-là, mais il crée aussi une posture d'artiste qui est cette posture critique, l'art comme un ensemble de stratégies qui réfléchissent avec des moyens hétéroclites sur un certain nombre de grandes questions, sur les discours hégémoniques et de manière critique. Ça peut être l'art, mais ça peut être évidemment aussi des objets extérieurs à l'art. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'artistes qui doivent quelque chose à Brotars de cette manière-là, c'est-à-dire sans forcément tenir un discours sur l'art, un discours critique sur l'art, mais en s'inspirant un peu des nouveaux gestes, des nouvelles stratégies mises en place par Brotars pour réfléchir aussi sur des objets extérieurs à l'histoire de l'art elle-même. Voilà, je pense que j'ai parlé déjà suffisamment longtemps. Je vous remercie de votre attention. C'était pas une chose facile à résumer en
en 1h15, mais j'ai fait un tout petit peu plus, 1h20. Bon, j'espère avoir quand même été suffisamment complet et vous avoir donné quelques clés de lecture de cette œuvre-là qui, encore une fois, est une œuvre à multiples niveaux de lecture, je crois. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour prolonger ensemble? C'est ce que j'allais demander. Peut-être qu'il y a des questions, des précisions, Moi j'en ai une alors du coup, puisqu'il faut démarrer les questions. Oui. Quand Brothars fait son interview avec le chat, oui. J'ai pas pu ne pas penser à la manière dont Beuys essayait d'expliquer la peinture à un lièvre mort. Oui. Ouais. C'était avant, c'était après, c'était à peu près au même moment. Oui, c'est à peu près au même moment. Ils se connaissent, hein, ils sont en contact d'ailleurs. Enfin, comme je l'ai indiqué, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'interview, qui date de 70, Brothars a déjà déménagé à Düsseldorf. Donc on se rapproche de l'espace allemand, de la version Fluxus dont Beuys est un des représentants. Donc oui, et on a des lettres en fait, d'échanges entre eux qui témoignent de ces échanges-là. Donc oui, il y a quelque chose qui fait penser à ça. Avec les médiums différents qui sont utilisés. C'est-à-dire chez Brothars, on passe quand même par cette question du discours sur l'art qui est mis en scène avec le chat qui répond, à la différence du lièvre mort qui ne s'exprime pas. Là, et on ne sait pas, encore une fois, qui est qui. C'est-à-dire autant Beuys est dans la position d'expliquer l'art au lièvre. Là, on ne sait pas si... c'est pas forcément Brothars qui est l'artiste qui parle à un chat. C'est peut-être... Il se met en scène comme quelqu'un qui tient un discours sur l'art, qui peut-être fait plus référence à son activité de critique à un moment, pour interroger le chat qui a manifestement quelque chose à dire, mais à quoi on ne comprend rien. Donc il y a toujours ce jeu ou ces ambivalences dont je parlais là. Et puis il y a une performance, disons une action qui est restée assez célèbre concernant Brothars, c'est quand il emmène un chameau dans le musée, enfin dans le Palais des Beaux-Arts. Hein. Oui, pour Brothars, oui. Pour Brothars, ouais. Voilà. Et ça se situe à quelle année, tu sais ça à peu près ? Non, j'ai vu la photo, mais j'ai pas retrouvé en fait. Donc finalement, je l'ai pas montré cette photo-là parce que j'avais un peu de mal à la commenter. Mais parce que j'ai pas retrouvé exactement. La photo est célèbre, mais on trouve peu d'informations là-dessus. J'ai pas fait d'ailleurs un point de biblio, hein, parce que il y a en particulier ce catalogue-là que j'ai ramené pour vous le montrer, qui est un catalogue qui date de 1991, donc autant dire qu'on ne le trouve plus, mais qui est le catalogue de l'exposition au Jeu de Paume et qui est sans doute le meilleur catalogue pour une entrée dans l'œuvre de Brothars parce qu'il brasse beaucoup de choses et qu'il met à disposition beaucoup de documents. Est-ce qu'il y a des questions, des doutes, des énervements Il doit y avoir des doutes, hein, normalement. Moi, j'en ai. Simplement, je pose la question, est-ce qu'il était déçu à la fin de sa vie parce que comme Magritte avant lui, il était une sorte d'anti-artiste avec l'esprit belge, bien sûr, mais il a réussi. Et donc, je suppose que ça le rend furieux. Non, je ne pense pas, pour le coup. Ou alors, il faudrait dire, j'ai eu cette discussion-là récemment, parce que donc il y avait cette exposition à Bruxelles qui s'est terminée il y a un mois et demi, où on exposait toutes les plaques, dont je vous ai montré quelques-unes. Et c'est vrai que cette exposition
était très héroïque. Enfin, ça montrait ce pan peut-être un peu moins connu de l'œuvre de Brotars, mais manifestait aussi, s'il en était encore besoin, la consécration de Brotars comme grand artiste belge exposé au Wiels, un grand moment de l'histoire de l'art belge. Et j'en ai discuté avec un ami collectionneur qui habite à Bruxelles, et qui me disait ils font n'importe quoi de Brotars là, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'intéressant mais pas pour ces raisons-là. Et lui me disait Brotars, c'est sans doute pas faux, et ça tient à cette position de génération dont je parlais tout à l'heure. Je dirais que finalement on pourrait dire il est déçu, ou peut-être pas déçu, mais d'une certaine manière désenchanté dès le départ. C'est plutôt ça le point de départ de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'espoir révolutionnaire qui était celui de Magritte, par exemple, au début. Il considère que d'une certaine manière, l'art ne va pas faire la révolution. Et même en 68, que l'art ne va pas faire la révolution. Mais que par contre, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a abandonné finalement cette utopie-là, et une fois qu'on regarde véritablement ce que c'est ou ce que c'est devenu selon lui, il y a quand même, et notamment par le biais de la satire, de l'humour, de la parodie, il y a quand même une position artistique qui est possible et qui est celle qu'il essaye d'adopter. Et qui, d'une certaine manière, cette position double, c'est une position aussi de résistance, c'est-à-dire être en même temps dedans et pas dedans. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... C'est ambigu. Ouais. Mais encore une fois, ça fait partie, je pense, de son projet d'artiste lui-même, si on considère que son projet d'artiste commence en 64, que de partir de l'échec de Magritte, de l'échec de cette tentative de sortir de l'art pour aller vers une existence révolutionnaire. Non, on ne peut pas, en fait. Et ce vers quoi on est sorti, du moins à l'époque où Brotars travaille, c'est, dit-il, une société où l'œuvre d'art est devenue un objet de consommation, de spéculation. Et donc autant prendre acte de ça et en jouer d'une certaine manière. Mais à en jouer de manière telle qu'on le déjoue aussi d'une certaine façon. Ou qu'on le montre, qu'on en parle. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Oui. Est-ce qu'il y a une forme de désenchantement politique aussi en même temps? Certainement, oui, je pense. Au début, il y a cet engagement dans les premiers textes, dans les tracts qu'il signe. Enfin, il y a l'engagement au PC belge en 1943. Et puis après, on voit qu'encore en 1947, il y a cette volonté. Justement, ce qu'on reproche à Breton, c'est de laisser tomber l'engagement politique. Et d'une certaine manière, Brotars le laisse tomber aussi, mais plus pour adopter, c'est pas tout à fait synonyme, cette position critique là dont je parlais, mais qui d'une certaine manière est une position critique un peu sans illusion d'une certaine manière, mais qui en même temps juge important de maintenir cette position-là. Et qui, sans doute qu'il y a un sens politique qui réapparaît dans cette volonté de ne pas se faire d'illusions aussi. Dans ce contexte assez particulier de la fin des années 60 et du début des années 70. Je ne sais pas si ça répond à ta... Bon, en même temps, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vous raconte. Encore une fois, c'est aussi une des caractéristiques de cette œuvre-là, hein, c'est qu'elle est... J'ai essayé de dire qu'il y avait de la duplicité dedans, donc forcément... Oui, et du coup, une des dernières... parmi les dernières images que tu as montrées, oui. Il y avait effectivement cette exposition qui s'appelait autour du décor. Oui. Hein, et c'est vrai qu'il y a toujours aussi... très tôt, puisque tu l'as montré avec le film de Schwitters, il y a toujours aussi un aller-retour entre les objets fixes et le mouvement des images. Oui. C'est toujours entre les deux. C'est-à-dire finalement, quand on rentre dans une exposition de Brotars, on a l'impression d'être dans un décor de film. Oui, oui, oui. C'est vraiment il y a de manière assez précise d'ailleurs. Ouais.
C'est peut-être pas l'aspect le plus connu de son travail. Encore une fois, c'est les moules, par exemple. Quoi. Tout le monde connaît ça. C'est l'image qu'on garde de Brotars. Mais il y a énormément de films. Oui. J'en ai montré quelques extraits là, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a une quantité de films incroyables et qui sont effectivement souvent des films où aussi il filme des images fixes. Oui, donc il y a toujours ce rapport. Oui, et puis je crois que la dernière exposition, enfin en 2 parties autour du décor, elle a d'abord été montrée à Londres et puis ensuite à Paris. Oui. Et autant qu'il me semble, dans la version de Londres, on voyait par les fenêtres la garde royale défiler à peu près toute la journée parce que c'était dans le coin où elle était. Enfin, donc il y avait aussi, je crois, dans sa réflexion, une volonté de tenir compte de ce genre de paramètres comme ça où il présentait ses expositions. Oui, et vraiment, l'exposition à ce moment-là devient œuvre, en fait. Enfin, c'est vraiment pensé comme un tout où les différentes pièces dialoguent pour ça que je faisais un peu le parallèle avec Harald Zeman, puisqu'en plus, ils se sont connus. Mais l'aspect filmique resterait à creuser, je trouve, parce qu'on connaît quelques-uns de ces films, ceux que j'ai montrés, en gros, plus 2-3 autres. Mais il y en a encore beaucoup plus que ça. Et, il faudrait creuser ça. Mais bon, il faut accéder au film. Il faut accéder au film, c'est pas facile. Ouais. On s'arrête là? Oui. Vous êtes sûr? Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, François. Merci bien. Avec plaisir.